Ouais, oui, c'est ça. Il y a un sujet, c'est caractériser plutôt que de définir. Quand on donne une définition, on s'appuie sur un contexte général. La définition de, je sais pas moi, de qu'est-ce qu'un chat, c'est un félin. Enfin, comprenez, la définition essaye de cerner l'objet qui doit être défini à partir d'un critère général. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur le pourquoi, en fait, dans la définition. Quand on définit les choses, quand on essaie d'en trouver une définition, c'est un peu comme essayer de comprendre. J'essaye de comprendre la chose, j'en cherche la définition, je cherche en fait ce qui le définit, c'est-à-dire une cause en amont qui va faire que cette chose est apparue. Donc, il y a d'un côté la définition, c'est-à-dire le pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi mon enfant est comme ça? Pourquoi ça lui arrive? Pourquoi il crie tout le temps quand on est dans les magasins? Pourquoi? Et puis, il y a la caractérisation, c'est-à-dire de percevoir le caractère de cette chose et de la décrire. Et ça, c'est le comment. Comment est mon enfant? Comment il se comporte? Comment il se tient? Comment il parle? Comment il est avec les autres? C'est pas du tout pareil, un pourquoi et un comment. Et je ne dis pas que parce que peut-être on peut entendre ça dans ce que je dis, je ne dis pas que le pourquoi serait mal et que le comment serait bien, les deux sont importants. Mais on ne regarde pas la même chose avec le pourquoi et le comment. Avec le pourquoi, on cherche une cause, donc on est en train de regarder tout un contexte qui s'est mis en place jusqu'à ce moment-là. Avec les pourquoi, on regarde le contexte. On regarde le contexte biologique, le contexte éducatif, le contexte social, le contexte, tout ce que vous voudrez. On regarde le contexte. C'est un petit peu comme dans un théâtre, on regarde comment le décor s'est mis en place. Pourquoi est-ce que l'acteur est habillé comme ça? Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Pourquoi? Ben, on regarde le contexte. Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Ben, il déclame comme ça parce qu'il était dans l'école machin où on parle comme ça. C'est un contexte. Le comment? Comment l'acteur est-il en train de jouer? Comment est-ce que mon enfant est-il en train de bouger? Comment est-ce qu'il est aujourd'hui par rapport à hier? Comment est la différence entre aujourd'hui et il y a 6 mois? Là, je suis en train de caractériser et je suis en train de voir donc l'acteur qui est en train de jouer sur la scène. Je ne regarde pas la même chose. Je ne regarde pas le contexte, je regarde ce qui est en train de s'approcher depuis l'avenir. Et dans une discussion au sujet d'un enfant, on peut le faire aussi au sujet d'un patient, au sujet de n'importe quel être humain qui est au centre de l'intérêt de certains professionnels ou de parents, le comment est autrement plus important que le pourquoi, parce que c'est justement de cet être dont il est question et pas de son contexte. Son contexte est important, il est important de le comprendre, mais le contexte ne nous apprendra jamais rien sur l'acteur. Vous regardez le décor d'un théâtre, c'est pas en regardant le décor que vous allez savoir comment l'acteur va jouer. Or, le comment parle de l'acteur. Et donc, il s'agirait de savoir quoi décrire, quoi caractériser, quoi regarder. Alors ça, c'est toute une affaire. C'est toute une affaire que je ne peux pas développer ici parce que c'est un petit peu long. Mais certains aspects dans la façon d'être avec les autres, les sentiments, dans la façon de percevoir et d'être dans l'organisation de son monde extérieur, dans sa façon de s'affirmer ou pas, de suivre ou d'être le chef, d'engager un projet ou pas, etc. Et dans sa façon d'être disponible à ce qui arrive, on aura déjà 4 éléments, 4 aspects de cette caractérisation qui donnent beaucoup de renseignements pédagogiques, éducatifs, thérapeutiques sur des endroits où l'éducateur pourra agir pour aider l'enfant à advenir là où il a un problème. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on pourra reconnaître comme des champs de tension, des difficultés de l'enfant, mais qui n'ont pas à s'expliquer depuis le passé, qui sont juste visibles. Et à partir de ce que l'on voit là, dans ces aspects-là, de proposer une attitude, c'est pas le terme attitude, de proposer un
allez, prenons ce mot souvent galvaudé, une présence éducative correspondante qui va aider l'enfant. Ce que je vous ai décrit avec les exercices, en fait, sont des exercices d'auto-éducation de l'éducateur. Mais même si on n'a pas d'enfant, en fait, l'auto-éducation de l'acteur que nous sommes dans notre vie, ça a un effet éducatif premier. C'est-à-dire que d'être stable ou de s'exercer à l'être, parce que c'est jamais définitif, c'est maintenant qu'on le fait, de s'exercer à l'être stable, ou d'avoir cette profondeur intérieure par rapport aux perceptions, ou ce courage, ce pas à pas par rapport à notre puissance et impuissance par rapport à l'obstacle, ou cette confiance par rapport à la vie, exercer ça sont des... Enfin, c'est en fait découvrir quelque chose d'efficient dans ce qui nous entoure. On est en train de se mettre en lien avec ce qui nous entoure en faisant ça. Donc avec l'enfant qui est là. Et cet acte éducatif n'est pourtant pas visible extérieurement. Quand quelqu'un est stable, on ne le voit pas tout de suite. Vous comprenez ? C'est pas parce que quelqu'un se tient droit qu'il est stable déjà, et puis on peut très bien être stable en se tenant comme ça. Enfin, ça ne se voit pas, ça ne s'enseigne pas dans les livres. Dans les livres, on va enseigner les protocoles, on va enseigner les situations analogiques. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui s'agite dans le magasin ? Ça, on enseigne dans les livres. On peut enseigner beaucoup de choses dans les livres, très précieuses sont ces choses. Mais cette stabilité-là, cette profondeur-là, ce courage-là et cette confiance-là sont premiers en éducation, et en observant un enfant, en le caractérisant, on voit tout de suite quelles ressources intime cela appelle chez nous pour pouvoir l'aider.